situation de stress. Alors, nous avons vu dans d'autres cours qu'il existait un stress aigu. Nous avons parlé également de stress chronique. Aujourd'hui, nous allons parler du cortisol, toujours dans une situation de stress. Ce cortisol peut être sécrété également lors d'un stress aigu. Alors, pour le stress aigu, vous pouvez vous référer, si vous voulez, à mes cours précédents. Nous allons voir aujourd'hui donc que le cortisol est une hormone qui est sécrétée par quoi? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et nous allons définir quoi? Son origine et puis ses effets en fait, qui vont s'ajouter aux effets de l'adrénaline. Alors, la sécrétion d'une hormone, donc le cortisol. Une autre conséquence des agents stresseurs au niveau cérébral est la sécrétion de CRH par l'hypothalamus. Rassurez-vous, nous allons en parler. La CRH met à contribution l'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien. Bon, ça paraît compliqué, mais en fait c'est simple. Entraînant dans un second temps la libération du cortisol. Le cortisol favorise la mobilisation du glucose et inhibe certaines fonctions, dont le système immunitaire. Alors, il serait bon qu'à l'issue de l'étude, vous sachiez bien recenser, extraire et exploiter des informations pour visualiser la libération différenciée dans le temps de l'adrénaline et du cortisol et bien sûr leurs effets. Il serait bon également que vous sachiez extraire et organiser des informations pour schématiser la boucle de régulation neuro-hormonale. Alors, aussi bien d'une manière générale que dans le cas d'un stress faisant intervenir le cortisol. Donc nous allons essayer de montrer comment le cortisol agit, bien entendu, mais d'abord, il faut savoir qu'il est libéré par l'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien, que l'on appelle aussi l'axe corticotrope. Cortico, ça fait un peu penser à cortisol. Et puis, quelles sont les actions également? Donc, nous allons essayer de montrer également quelles sont les actions de cette hormone, cortisol, sur les cellules cibles. Alors, une petite parenthèse, c'est que le cortisol, c'est un glucocorticoïde sécrété par les corticosurrénales. Alors, c'est quoi les corticosurrénales? Eh bien, ça vient des glandes surrénales qui sont au-dessus des reins, d'où leur nom. Cortico, c'est la partie de la glande qui est située en périphérie des glandes surrénales. Et la médullosurrénale, elle qui s'occupe de sécréter l'adrénaline, est située au centre de ces glandes surrénales. Donc, au centre, la médullosurrénale qui sécrète l'adrénaline, et en périphérie, les corticosurrénales qui sécrètent le cortisol. Donc, on est bien dans la sécrétion d'une hormone que l'on appelle le cortisol, qui va avoir son effet ou ses effets lors d'un stress. On peut parler de stress aigu, mais on verra qu'il existe également qu'il intervient également dans le stress chronique. Donc, suite à une décharge d'adrénaline
lorsque l'on voit un élément stimulant plutôt stressant, quelque chose qui nous stresse. Donc c'est bien un stimulus stressant qui fait que on va avoir une décharge d'adrénaline, comme on l'a vu dans un autre cours, et on va avoir également donc adrénaline qui va avoir ses effets évidemment, que je répète pas trop aujourd'hui. On va aussi peut-être répéter globalement que l'adrénaline fait augmenter le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, et accentue l'utilisation du glucose en quelque sorte par les muscles, de manière à pouvoir réagir assez rapidement face à l'agent stressant. Donc je vous disais que suite à la décharge d'adrénaline que l'on a vue précédemment, il y a une seconde réponse hormonale qui va se produire également, avec un petit décalage dans le temps par rapport à la sécrétion d'adrénaline. Donc cette réaction, cette réponse hormonale qui fera intervenir le cortisol, bon, on le sait bien, elle est plus lente, mais elle est plus durable. C'est un avantage. Et elle permet la libération dans le sang d'une autre hormone surrénalienne que l'on appelle le cortisol. Donc cette réponse mais cette réponse hormonale se produit, elle est plus lente, elle est plus durable et elle fait intervenir le cortisol. Je répète. Donc on peut se poser la problématique suivante, c'est quelle est l'origine du cortisol et quels sont les effets du cortisol, bien évidemment. Alors nous allons voir que l'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien a un rôle important. Ce sera notre premier point d'étude. Deuxième point d'étude, nous allons voir la libération du cortisol et ses effets. Donc tout un programme. Alors nous verrons la position de l'hypothalamus et de l'hypophyse sur une coupe sagittale d'encéphale que vous pouvez vous procurer sur internet. Donc correspondant à une imagerie par résonance magnétique 3 en 3D et en fausse couleur. Et puis vous pouvez également mettre devant vous le schéma des relations entre ces deux organes, l'hypophyse et l'hypothalamus. Et puis vous allez voir également qu'il y a un schéma fonctionnel qui vous permet de mieux comprendre les choses. Nous verrons également sur une coupe, alors je ne vous montrerai pas, c'est à vous de les trouver les coupes. Donc une coupe de neurones de l'hypothalamus sécréteur de CRH, que je vous invite à chercher sur internet. Cherchez également des cellules de l'hypophyse sécrétrice d'ACTH, entourées par des capillaires. Faites vos recherches. Et également faites vos recherches sur les cellules du cortex surrénalien, sécrétrices de cortisol. Et puis pendant que vous y êtes, essayez de trouver un graphique qui vous montre la concentration de cortisol en fonction du temps en présence d'un agent stresseur. Bon, on en reparlera après. Et puis on verra ensuite, donc ça concerne le rôle de l'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien. Et ensuite, deuxième étape, nous allons étudier donc la libération de cortisol. Avec, si vous voulez, vous pouvez vous procurer sur internet une image montrant la molécule cortisol. Donc essayez de trouver un graphique cortisol en fonction du temps sur le taux journalier de cortisol sanguin d'un cheval lors d'une journée de repos au cours de certains exercices, pour mesurer donc le taux de cortisol qui reflète en quelque sorte le stress de l'animal. Et puis nous verrons également l'action du cortisol sur la réaction inflammatoire. Donc là on est au niveau du système immunitaire. Et nous verrons que le cortisol agit sur le foie en stimulant une de ses fonctions, la néoglucogénèse. Néoglucogénèse, c'est-à-dire la fabrication en quelque sorte du glucose. Suite à l'agent stressant qui fait intervenir ce cortisol. Alors commençons par présenter
les cellules de 3 organes composant l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien ou cortico-surrénalien, mais il y a médullo-surrénalien également. Donc, je vous ai dit, présentation de cellules de 3 organes composant l'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien. Ce sera la position de l'hypothalamus, non je me trompe là, ce sera donc les neurones de l'hypothalamus sécréteurs de CRH que vous verrez en brun, éventuellement, du moins sur mon schéma il est en brun. Ensuite les cellules de l'hypophyse sécrétrices d'ACTH en vert sur mon schéma, entourées par les capillaires qui seront représentés en gris. Donc si vous avez le même document, il y a de grandes chances que les couleurs soient les mêmes, entre parenthèses. Et puis des cellules du cortex surrénalien sécrétrices de cortisol. Donc là, vous voyez, vous avez donc 3 organes, 3 types de cellules qui sont en relation avec, la réaction face à un agent stressant. Également, alors vous avez donc les images que vous avez bien regardées, les neurones de l'hypothalamus sécréteurs de CRH, les cellules de l'hypophyse sécrétrices d'ACTH et les cellules du cortex surrénalien. Vous avez bien observé. Alors les hormones sécrétées par ces organes sont, alors au niveau de l'hypothalamus ce sera CRH, au niveau de l'hypophyse ce sera l'hormone ACTH, et au niveau du cortex surrénalien, ce sera le cortisol. Donc vous voyez, vous associez 3 organes. Dans ces organes, il y a des cellules. Et ces cellules vont sécréter des hormones. Autrement dit, l'hypothalamus sécrète le CRH qui va agir sur l'hypophyse, qui alors va produire la CTH, qui va agir sur le cortex surrénalien, pour faire en sorte que le cortisol soit sécrété par ce cortex surrénalien. Alors, donc je dis cellules, 3 organes cellules, les hormones qui vont avec, et la relation et la chronologie des sécrétions qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que relation entre les 3 organes, c'est quoi? Eh bien, c'est la communication grâce à des hormones. La CRH est produite par l'hypothalamus, qui communique avec l'hypophyse, cette CRH. Alors, l'hypothalamus communique avec l'hypophyse indirectement par la CRH. C'est l'hormone qui est l'agent de communication. C'est en quelque sorte un facteur, cette CRH, qui dit à l'hypophyse, entre guillemets, il faut sécréter la CTH pour que la CTH se dirige par le réseau sanguin jusqu'aux glandes surrénales au niveau du cortex surrénalien pour produire le cortisol. Et le cortisol va agir, nous le verrons plus tard, en réponse à l'agent stressant. Là pour l'instant on voit sa sécrétion, on n'a pas encore vu son action. C'est-à-dire qu'on pose les bases anatomiques des choses et ensuite on va voir, une fois que le cortisol est libéré, quelle sera son action. Alors on se doute bien que c'est une réaction face à l'agent stimulant, à l'agent stressant, en quelque sorte. Donc, vous avez bien compris, j'insiste lourdement. Vous avez 3 organes, donc 3 types de cellules qui sécrètent chacune des hormones spécifiques, et il y a une relation entre ces 3 organes par l'intermédiaire des hormones, et il y a une chronologie de sécrétion avec pour point final la sécrétion de cortisol. Bon, là vous devez vraiment avoir compris. Alors, je vais encore répéter, ne vous inquiétez pas, c'est pas fini. L'hypothalamus, donc c'est une petite zone cérébrale, en fait je vous précise un petit peu plus là. Donc l'hypothalamus, c'est une petite zone cérébrale dont les neurones ont la particularité de fabriquer des hormones, comme par exemple la CRH de l'anglais corticotropine releasing hormone, CRH. Cette CRH,
donc une hormone sécrétée par l'hypothalamus, intervient dans la sécrétion de cortisol par le cortex surrénalien. Mais pas directement. Enfin, en théorie, pas directement. En fait, l'hypothalamus est relié par des capillaires sanguins à une glande située sous le cerveau, et cette glande, on l'appelle hypophyse. Donc ça veut dire qu'on a l'hypothalamus, puis on a un réseau sanguin qui fait communiquer cet hypothalamus avec l'hypophyse. Cette hypophyse produit également de nombreuses hormones, dont, ce qui nous intéresse ici, l'ACTH, donc ACTH, qui signifie adréno-corticotrophique hormone, ACTH. Cette ACTH est elle aussi impliquée dans la sécrétion de cortisol. En 1955, R. Guillemin a prouvé qu'une hypophyse cultivée in vitro ne produisait ces hormones qu'à la condition d'être mise en présence de fragments d'hypothalamus prélevés dans le cerveau. De ce fait-là, la démonstration d'un lien chimique entre les deux organes était faite. Donc l'hypothalamus communique bien avec l'hypophyse par l'intermédiaire d'une hormone que l'on appelle CRH. Et lorsque la CRH produite par l'hypothalamus se retrouve dans le réseau sanguin qui arrive vers l'hypophyse, alors l'hypophyse sécrète l'ACTH. Cette ACTH va passer dans le réseau sanguin et aller jusqu'au cortex surrénalien qui va alors produire le cortisol. Donc, la démonstration d'un lien chimique entre les deux organes, hypothalamus et hypophyse, était faite, grâce à Guillemin en 1955, et des études, plus tard, ont précisé la nature chimique et la concentration sanguine de ces hormones. Ce que nous allons voir après dans un graphique de concentration en fonction du temps. Les taux sanguins de CRH, ACTH et cortisol ont ainsi pu être modélisés lors de l'action d'un agent stresseur. Donc c'est un peu stéréotypé tout ça. On l'avait déjà dit pour l'adrénaline. Et bien là, on le redit dans le cadre de la sécrétion du cortisol. Le cortisol, il est sécrété, mais pas directement suite à l'action de l'agent stressant. Il y a un agent stressant qu'on appelle un stimulus stressant, qui va induire des réactions au niveau du cerveau. Le cerveau va intégrer certaines de ces messages nerveux qui vont lui parvenir pour en faire en quelque sorte des messages moteurs. Et parmi ces messages moteurs, il y aura le rôle de l'hypothalamus qui va sécréter l'hormone CRH qui va agir sur l'hypophyse, qui va sécréter alors l'ACTH, qui va agir sur le cortex surrénalien et produire le cortisol. Donc vous avez bien vu sur un schéma la position de l'hypothalamus et de l'hypophyse sur une coupe sagittale d'encéphale. Sagittale, vous vous souvenez, vous prenez un carré, vous tournez ce carré, vous le mettez de profil et vous le faites passer au milieu. Et vous le déplacez à droite et à gauche. Alors c'est l'IRM qui le fait, c'est pas vous. Alors, vous pouvez apercevoir donc sur une coupe sagittale les deux organes, hypothalamus et hypophyse, qui sont en contact entre les deux par une tige qu'on appelle la tige pituitaire, qui contient ce réseau sanguin qui permet l'entrée de la CRH dans ce réseau sanguin et qui va aller donc au niveau de l'hypophyse, qui possède des cellules spécifiques qui vont sécréter la CTH.
Donc voilà, donc procurez-vous cette coupe sagittale de l'encéphale montrant la position de l'hypothalamus et de l'hypophyse, et puis essayez de voir en parallèle le schéma montrant les relations entre ces deux organes. Donc ça veut dire que vous avez tout simplement les neurones, enfin l'hypothalamus avec ses neurones. Les neurones sécrètent la CRH qui va passer dans la circulation sanguine. Bon, au niveau de l'hypophyse, alors c'est l'hypophyse antérieure qui travaille ici, pas la postérieure. Donc dans cette hypophyse antérieure, il y a des capillaires sanguins, donc qui reçoivent également évidemment la CRH qui provient de la tige pituitaire. Et donc ces cellules productrices d'ACTH produisent l'ACTH qui va passer dans le réseau sanguin. Et comme le cœur fonctionne, la circulation du sang fait qu'à un moment donné, les cellules de la cortico-surrénale vont recevoir l'ACTH parce qu'il y a des cellules cibles qui vont se fixer, donc qui vont permettre, des cellules cibles qui vont permettre de fixer l'ACTH au niveau du cortex surrénalien, cortico-surrénalien. Et puis voilà, ça va induire la sécrétion de cortisol. Donc si vous regardez un graphique montrant la sécrétion des hormones CRH, ACTH et cortisol en présence d'un agent stresseur, vous voyez qu'il y a un décalage de sécrétion dès le départ. Alors vous avez une certaine concentration de cortisol en fonction du temps suivant, vous avez un agent stressant et puis le temps passe ensuite. Et là on s'aperçoit qu'il y a d'abord sécrétion de CRH, puis sécrétion d'ACTH, puis sécrétion de cortisol, avec un petit décalage dans le temps. La CRH est produite en premier, l'ACTH en deuxième, le cortisol en troisième. Et là, on voit bien que par rapport au schéma fonctionnel que l'on a expliqué tout à l'heure, puisque la CRH est produite en premier, on comprend bien que c'est l'hypothalamus qui a sécrété la CRH, et puisque la CTH est sécrétée en deuxième, on comprend bien que la CRH est venue stimuler l'hypophyse, puisque la CRH est fixée sur des cellules cibles que possède l'hypophyse. L'hypophyse, de ce fait-là, a compris le message, c'est celui de sécréter de la CTH. La CTH, à son tour, est passée dans le réseau sanguin, cette hormone est venue se fixer sur les cellules cibles du cortex surrénalien, qui a produit alors le cortisol. Donc là, on a fait un petit peu le tour des choses concernant le rôle de l'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien. Voilà. Bon, je fais beaucoup de répétitions, mais c'est pour que vous compreniez bien. Je pourrais dire qu'une fois les choses, mais par expérience, mon métier d'enseignant m'avait montré que il faut répéter beaucoup les choses. Alors, ensuite, il faut essayer de comprendre donc les effets du cortisol. On a vu que le cortisol était libéré par le cortex surrénalien, ou la partie cortico-surrénalienne, donc la partie extérieure des glandes surrénales. Donc nous allons montrer que le dosage du cortisol sanguin chez un cheval lors d'une journée de repos, sans stress, et lors d'une journée comportant 2 exercices d'endurance assimilés à des agents stresseurs. Nous allons montrer donc que ce que je vous dis là, c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Eh bien, c'est que le cheval va être stressé. Donc, il est stressé par quoi? Par des agents stresseurs.
lors d'une journée de repos sans stress et lors d'une journée où il y aura 2 exercices. Donc il est un petit peu stressé parce qu'il sait qu'il va travailler. Et même pendant le travail, il est stressé, pour X raisons. Ensuite, donc 2 actions majeures du cortisol seront précisées. Une action sur le système immunitaire d'une part, et une autre action sur la néoglucogénèse hépatique d'autre part. Néo, ça fait penser à avant peut-être, gluco, ça fait penser à glucose, génèse, la genèse du glucose, donc la fabrication du glucose. Alors, la libération du cortisol et ses effets, donc en prélevant du sang par une ponction veineuse, l'évolution journalière de la concentration plasmatique en cortisol peut être mesurée chez un patient ou chez un animal. Ce sera le cas tout à l'heure chez le cheval. En même temps, essayez de vous procurer donc la molécule de cortisol pour voir à quoi ça ressemble. En présence d'un agent stresseur, l'organisme libère du cortisol, on l'a dit et répété, et cette libération a lieu quelques minutes après la décharge d'adrénaline. Donc pas en même temps, il y a un petit décalage dans le temps. Mais cette libération, qui a lieu quelques minutes après la décharge d'adrénaline, s'inscrit sur une plus longue durée. Donc l'action du cortisol sera plus longue que celle de l'adrénaline, qui a déjà une action relativement importante au niveau de l'augmentation du rythme cardiaque, augmentation du rythme respiratoire et intervention dans le métabolisme du glucose également, pour favoriser l'utilisation du glucose. Pourquoi ? Parce que le glucose est source d'énergie. Son oxydation par le dioxygène produit de l'énergie. Donc ça veut dire qu'on va mobiliser certains muscles qui vont recevoir plus de glucose. Pourquoi plus de glucose ? Eh bien parce que le rythme cardiaque augmente. Et plus de dioxygène, pourquoi ? Parce que le rythme respiratoire augmente. Donc le cœur amène plus vite le glucose aux muscles qui doivent réagir pour fuir ou pour combattre, par exemple. Et puis l'oxygène arrive plus vite également puisque la respiration s'accélère. Donc ça veut dire qu'on a les 2 éléments clés pour produire de l'énergie, à la fois le dioxygène, à la fois le glucose. L'oxydation du glucose par le dioxygène produit des molécules d'ATP qui sont bien des molécules intervenant pour produire de l'énergie. ATP, adénosine triphosphate. Alors la troisième liaison entre parenthèses entre les 2 derniers phosphates et surtout c'est la plus énergétique. Donc ça veut dire que certaines réactions du métabolisme vont avoir besoin d'un petit coup d'énergie. Et c'est en ça que l'ATP a un rôle important, production d'énergie. Bon, ça c'est pas le cours d'aujourd'hui, on en a déjà parlé, ou on en parlera dans d'autres cours. Alors, là essayons de voir sur un graphique la quantité de cortisol plasmatique produite en fonction du temps. Autrement dit, essayons de voir le taux journalier de cortisol sanguin d'un cheval lors d'une journée de repos et au cours d'une journée comportant 2 exercices d'endurance, considérés comme agents stresseurs. Alors, lorsque c'est une journée de repos, le cheval se repose. Et si vous regardez la quantité de cortisol plasmatique qui est produite, alors le plasma c'est quoi ? Le sang c'est quoi ? C'est du plasma plus des globules rouges. Le sang est rouge. Mais si vous enlevez les globules rouges, le sang est jaune. C'est le plasma. Donc là on regarde, on enlève les globules rouges, on garde le plasma et on fait des prélèvements régulièrement évidemment. Vous imaginez le cheval, il y a des veines par exemple, et on prend un petit peu de sang, on centrifuge par exemple, puisque les globules rouges sont lourds, les globules rouges vont tomber au fond du culot du petit tube à essai,
Et puis on prélève le plasma qui est au-dessus. Et puis on fait la mesure de la quantité de cortisol par des techniques appropriées. Et là on voit que, alors en nanogrammes par millilitre, vous prenez 1 millilitre, c'est 1 cm3. 1 cm sur 1 cm sur 1 cm. Ça fait un petit cube de 1 cm3. C'est aussi 1 millilitre. C'est pareil, pour avoir une idée de l'ordre de grandeur de ce que vous allez, de la quantité de cortisol qui se trouve dans ce centimètre cube. Alors, journée de repos, on fait une mesure à 9h30, entre 9h30 et 12h30, puis 16h, puis 0h, donc à minuit, quoi. Puis 9h30 le matin, etc. Et on s'aperçoit que tout au long de la journée, la quantité de cortisol est pratiquement la même et se situe à une valeur entre 20 et 40 nanogrammes par millilitre, avec une petite augmentation un petit peu avant 12h30 à 50 millilitres, 50 nanogrammes par millilitre. Puis ensuite, cette quantité de cortisol diminue pour atteindre 20 à peu près. Et puis ensuite, si on regarde, globalement, c'est pratiquement une concentration constante lorsque l'organisme est au repos. Donc ça veut dire que l'organisme au repos, l'organisme du cheval qui est au repos et qui n'est pas stressé, eh bien ça veut dire que la quantité de cortisol est pratiquement constante. Alors, sur la courbe qui est devant moi, il y a de légères fluctuations. Pourquoi? Parce que le cheval n'est peut-être pas au repos cool, entre guillemets, toute la journée. Peut-être qu'il y a des petites phases où, s'il aperçoit un rat, peut-être qu'il va être un peu stressé. S'il entend passer un chien, ou l'agriculteur, ou sa femme, peut-être qu'il subit des petits stress qui l'inquiètent. Bon, ce qui fait qu'on peut avoir des petites fluctuations au cours de la journée. Maintenant, essayons de regarder le taux de cortisol lorsqu'il y a des exercices d'endurance. Donc ça veut dire que le cheval est prêt, il est enrainé et tout, et allez, on va dans le labour, et puis on mesure la quantité de cortisol. Et là c'est très net, c'est que au départ on avait à peu près avant la situation stressante, le cheval était au repos. Et puis à un moment donné, il a bien fallu que l'agriculteur vienne l'enraîner, le préparer. Donc il y a eu un léger stress, mais sans plus. Voilà. Ça veut dire que de la position de repos à 35 à peu près, on est passé à 40 pour monter à 45 à peu près. Donc ça veut dire que le cheval était un petit peu stressé, mais pas trop parce qu'il connaissait l'agriculteur. Donc ça veut dire que bon, le taux de cortisol a augmenté un petit peu, mais pas trop. Et puis dès l'instant où l'exercice a commencé, à 9h30 et jusqu'à 12h30, eh bien la quantité de cortisol est montée pratiquement en flèche pour atteindre 80 voire 90 en fin d'exercice physique. Donc ça veut dire que en fin d'exercice physique, il était épuisé, et épuisé donc situation stressante, très stressante, et la quantité est montée à 90. Vous voyez, vous faites la comparaison entre 20 et 40, c'était en situation de repos, non stressant, et puis en situation d'endurance entre 9h30 et 12h30, une montée en flèche à 80 et à 90. Donc ça veut dire que dans la situation stressante, la quantité de cortisol a bien augmenté. Puis un petit repos de quelques dizaines de minutes, et la quantité de cortisol a diminué pour atteindre 60. Mais cette quantité n'est pas revenue à 40, enfin entre 40 et 20. Pourquoi? Parce que tout de suite, il a fallu reprendre le travail. C'était un exercice, le deuxième exercice d'endurance. Donc, deuxième exercice d'endurance, le taux de cortisol est monté en flèche jusqu'à 120.
Tout à l'heure, il était monté en flèche à 80-90. Et là, il est remonté encore plus haut, autour de 120. Donc ça veut dire que le pauvre cheval, à 16 heures, le taux était à 120. Alors qu'à 13 heures, il est passé de 60 à 80, puis 90, puis 100, puis 110, jusqu'à 16 heures, atteindre 120. C'est beaucoup. Donc 120 nanogrammes par millilitre de plasma. Donc ça veut dire que on voit bien que le cheval était très stressé. Et puis ensuite, l'exercice est arrêté à 16 heures et la quantité de cortisol est restée au-dessus de la valeur de repos, donc 40 jusqu'à pratiquement 20h, 20h30. Donc ça veut dire que même lorsque l'exercice, lorsque la situation stressante, lorsque l'agent stresseur n'est plus là, n'a plus lieu d'être, n'est plus là, eh bien la quantité de cortisol reste quand même assez élevée un certain temps. Ça veut dire que on ne revient pas à ce que l'on appelle la résilience, c'est-à-dire l'état que l'on avait avant la situation stressante, on ne revient pas à cet état de résilience rapidement. Son état est revenu à la normale vers 20h, 21h. Donc ça veut dire qu'avant ça, le pauvre cheval était stressé et est resté stressé. Et puis ensuite, comme il n'y avait pas d'autre exercice, l'allure de la courbe ressemblait pratiquement à l'allure de la courbe au repos. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de stress. Donc voilà, on a bien compris que lorsque l'on fait la lecture des taux de cortisol sanguin chez le cheval, sans stress, eh bien le taux moyen est de 40 nanogrammes par millilitre à peu près. Mais lors des épreuves d'endurance, ce taux va doubler lors de la première situation stressante et puis tripler lors de la seconde situation stressante. 40, 3 x 4, 12. On a bien triplé. Donc on a bien un lien entre la présence de l'agent stresseur et l'augmentation du taux de cortisol sanguin. Alors plasmatique évidemment, mais comme le plasma, c'est le sang en fait, sang des globules rouges. Donc c'est bien le cortisol qui est sécrété lorsqu'il y a une situation stressante. Alors, il y a également une autre réaction, l'action du cortisol sur la réaction inflammatoire et l'action du cortisol sur le foie qui va stimuler la néoglucogénèse. Alors, là nous allons essayer de mettre en évidence les deux actions du cortisol. Alors, il n'y en a pas que deux, mais on va dire deux. La lecture d'un premier schéma fonctionnel dans le document montre que le cortisol diminue la perméabilité des vaisseaux sanguins et la production de deux catégories de molécules d'interleukine lors de la réaction inflammatoire. L'immunité innée également est inhibée par cette hormone. Et un second schéma fonctionnel montre que le cortisol mobilise le glucose hépatique en stimulant la glycogénolyse d'une part, je vais préciser, et la néoglucogénèse d'autre part. Alors ça veut dire quoi? Tout à l'heure on a parlé du cheval. On a vu que lors d'un exercice stressant, le cortisol était produit. Mais on n'a pas montré son action. Donc, essayons de mettre en évidence les deux actions du cortisol. Alors, deux actions principales en tout cas. Vous avez devant vous, si vous avez fait les bonnes recherches, l'action du cortisol sur la réaction inflammatoire. Vous avez un premier schéma fonctionnel.
vous avez des corticoïdes de synthèse qui vont inhiber la réaction inflammatoire. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir inhibition de la synthèse de ce que l'on appelle des cytokines, notamment l'interleukine 1 et l'interleukine 6. Et vous allez également avoir une diminution de la perméabilité vasculaire. Autrement dit, vous allez avoir une inhibition de la réaction inflammatoire. C'est pour ça qu'on donne quelquefois des corticoïdes de synthèse. Lorsque on a une inflammation à tel ou tel endroit, le fait de donner des corticoïdes enlève l'inflammation. Mais ça n'enlève pas forcément la cause de l'inflammation. Donc là, vous voyez que vous avez un premier schéma fonctionnel qui montre que le cortisol diminue la perméabilité des vaisseaux sanguins, donc diminution de la perméabilité vasculaire, et puis également la production de 2 catégories de molécules d'interleukine lors de la réaction inflammatoire. Donc ça veut dire diminue la production, inhibe même la production de certaines molécules d'interleukine lors de la réaction inflammatoire. D'où la diminution de l'inflammation. Pourquoi? Parce que ces corticoïdes de synthèse, par exemple, qui ont cette action, montrent que dans l'état normal, dans la production du cortisol suite à un agent stresseur, eh bien ça veut dire que le cortisol va diminuer la perméabilité des vaisseaux sanguins. Or, cette perméabilité vasculaire intervient dans la réaction inflammatoire. Et donc le cortisol va également diminuer la production de molécules d'interleukine qui interviennent dans la réaction inflammatoire également. Vous voyez, on a utilisé un médicament, corticoïde de synthèse, et on a regardé l'action de ces médicaments pour montrer que, puisque ces corticoïdes contiennent du cortisol, eh bien pour montrer que ce médicament a telle action, ça veut dire que lorsque le cortisol est produit de manière naturelle dans le corps, le cortisol aura la même action. Alors, je répète, les corticoïdes de synthèse vont inhiber la réaction inflammatoire. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a inhibition de la synthèse de cytokines, notamment au niveau des interleukines 1 et interleukine 6, et diminution de la perméabilité vasculaire. Donc ceci inhibe la réaction inflammatoire. Donc ça c'est dans le cadre d'un médicament, donc dans le cadre d'une médication. Mais s'il n'y a pas de médication, s'il y a un agent stressant, production de cortisol, corticoïdes, vous voyez, ça se ressemble. Sauf que là, ce n'est pas un médicament, c'est le cortisol fabriqué naturellement par les corticosurrénales. Eh bien, ce cortisol va faire quoi? Il va inhiber la synthèse de certaines cytokines, notamment les interleukines 1 et interleukine 6, et il va diminuer la perméabilité vasculaire. De ce fait-là, le cortisol va inhiber la réaction inflammatoire. Donc c'est là l'action du cortisol sur la réaction inflammatoire. Alors on a dit, on met en évidence 2 actions du cortisol. Première action, c'est l'action du cortisol sur la réaction inflammatoire. Et deuxième action, donc vous devez avoir devant vous un deuxième schéma fonctionnel, celui du cortisol qui agit sur le foie, en stimulant une de ses fonctions, la néoglucogénèse. Mais l'action ne se fait pas que sur la néoglucogénèse, elle se fait également sur la glycogénolyse. Alors, donc, l'immunité innée, alors ça on en parlera après. Non, enfin on peut dire que, là j'ai oublié de vous dire que l'immunité innée est inhibée par cette hormone, l'immunité innée. Innée, ça veut dire que ce sont les premières réactions qui se mettent en place lorsqu'il y a par exemple un agent pathogène. Alors là je ne parle pas d'agent stressant, je parle par exemple d'un microbe
Ça peut être un parasite, un virus, une bactérie, etc. Donc il y a dans la réaction immunitaire, il y a la réaction innée qui est très rapide et qui fait intervenir cette inflammation. Et puis ensuite, il y a des réactions plus lentes qui se mettent en place, faisant intervenir d'autres cellules, par exemple les lymphocytes B, lymphocytes T, etc. Donc ils vont agir, mais au bout d'un certain temps, en relation avec la production d'anticorps également. Donc là, on a bien vu que l'inhibition de la réaction inflammatoire fait partie de la réaction innée, c'est-à-dire d'une réaction rapide suite à un agent, à l'action ou à l'envahissement par un agent pathogène, et on a bien l'immunité innée qui est inhibée par le cortisol, également par les corticoïdes, si vous prenez une médication. Donc il vaut mieux éviter, si on peut, lorsqu'on a une inflammation pas trop importante. Bon, après, c'est le médecin qui va savoir. J'en parle pas. Alors, deuxième schéma fonctionnel, c'est celui du cortisol. Je répète, celui du cortisol qui agit sur le foie en stimulant certaines de ses fonctions, notamment la néoglucogénèse. Donc, ça veut dire que le cortisol, en fait, il va mobiliser du glucose hépatique en stimulant la glycogénolyse d'une part et la néoglucogénèse d'autre part. Alors, ça veut dire que vous avez, par exemple, dans le foie, des molécules de réserve de glucose qui sont reliées entre elles. Donc, ça veut dire un grand nombre de molécules de glucose sont reliées entre elles, dans les 3 dimensions. Eh bien, cette molécule s'appelle le glycogène. Lorsqu'il n'y a pas assez de sucre, enfin de glucose dans le sang, eh bien ce glycogène libère des molécules de glucose qui vont passer dans le sang. Et c'est en quelque sorte la lyse, ça veut dire la destruction du glycogène, puisque ce glycogène qui contient des molécules de glucose va se trouver coupé en petits morceaux. Donc c'est la glycogénolyse. Si on avait la glycogénogénèse, ce seraient des molécules de glucose qui se fixent sur du glycogène qui est déjà en place dans le foie. Mais là, c'est sous l'action du cortisol, on a une glycogénolyse, ça veut dire une libération de glucose qui provient du glycogène, et ce glucose va passer dans le sang. Pourquoi ? Parce que suite à l'agent stressant, à la situation stressante, on a besoin d'énergie pour fuir au plus vite ou attaquer, par exemple. Eh bien, il faut qu'il y ait du glucose qui arrive. Pourquoi ? Parce que le glucose, c'est une source d'énergie. Son oxydation produit des molécules d'ATP qui vont intervenir dans des réactions qui font intervenir les muscles, évidemment. Et puis, deuxième chose, en plus de la glycogénolyse qui libère du glucose qui va passer dans le sang, on a ce que l'on appelle la néoglucogénèse, c'est-à-dire la génèse de glucose grâce à d'autres molécules qui ne sont pas des molécules de sucre, qui ne sont pas des molécules de sucre, qui ne sont pas des glucines. Mais il va y avoir formation de glucose à partir de glycérol. Vous voyez que ce n'est pas du glycérol, on pense à lipides. Et puis acides aminés, on pense à protéines. Eh bien, les acides aminés et les glycérols vont être transformés par une série de réactions du métabolisme pour être transformés en glucose. Voilà. Et ce glucose, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va passer dans le sang également. Une partie de ce glucose qui provient de la néoglucogénèse va passer dans le sang également. Donc on a du glucose qui provient de la glycogénolyse, on a du glucose qui provient de la néoglucogénèse dans le réseau sanguin. Et comme le cœur circule plus vite, enfin comme le cœur fonctionne plus vite, la circulation du sang est plus rapide, et de ce fait-là, le glucose va arriver plus vite dans les organes qui vont permettre la fuite ou l'attaque ou d'autres réactions éventuellement. Et puis l'oxygène arrive aussi rapidement, puisque on a vu que la respiration augmente, le rythme respiratoire augmente, les rythmes respiratoires augmentent, donc il y a plus d'oxygène qui arrive dans le sang. Donc plus de glucose, plus d'oxygène,
plus d'énergie qui sera produite lors de l'arrivée de ces deux éléments, glucose et dioxygène, aux muscles. Les muscles vont se contracter, réagir, fuir au plus vite, par exemple. Donc vous voyez que on a bien compris que le cortisol, il est produit par les corticosurrénales, grâce et à la suite de l'intégration d'informations visuelles, par exemple, ou des sens, etc. L'intégration, donc plusieurs éléments du cerveau vont communiquer entre eux, dont l'hypothalamus qui va produire une hormone, et cette hormone va aller agir sur l'hypophyse qui à son tour va produire une hormone qui va aller agir au niveau du cortex surrénalien pour produire du cortisol. Le cortisol va agir au niveau de la réaction inflammatoire en diminuant cette réaction inflammatoire, première action importante, et le cortisol va agir en augmentant la glycémie, c'est-à-dire la quantité de glucose dans le sang. Donc ça, c'est le deuxième rôle du cortisol. Alors là, dans ce cours, on n'étudie que deux rôles importants. Donc voilà. Donc on a étudié ce cortisol. D'abord, on a vu sa sécrétion. On a assez répété, je ne vais pas répéter. Et puis son action. Sécrétion. Si on résume globalement, on a dit sécrétion d'une hormone, le cortisol. On a dit quelle est l'origine et quels sont les effets du cortisol. C'était la problématique. Quelle est l'origine du cortisol? Eh bien, les corticosurrénales, c'est-à-dire la zone périphérique des glandes surrénales, et non pas la zone médulaire, pas au milieu, puisque la médullo-surrénale sécrète l'adrénaline. Donc le cortisol provient de la partie extérieure, la partie cortique, entre guillemets, ça veut dire extérieure, donc la corticosurrénale. Donc la corticosurrénale produit du cortisol. Pourquoi? Parce que l'ACTH, qui est une hormone produite par l'hypophyse, est venue communiquer, est venue se fixer en quelque sorte sur des cellules cibles pour faire en sorte que le cortisol soit produit. Donc l'ACTH était bien là, qui provient de l'hypophyse. Et puis pourquoi est-ce que l'ACTH est produite par l'hypophyse? Parce que la CRH était là, fabriquée par les neurones de l'hypothalamus, donc c'est une neurohormone. Et voilà, on a bien compris, donc la libération du cortisol. Et ensuite l'action du cortisol, deux actions. Alors on sait que le cortisol intervient dans une situation de stress, on l'a montré par l'étude de ce qui se passait chez un cheval qui avait subi 2 exercices d'endurance. Donc c'est bien le cortisol qui agit dans le cadre d'une situation stressante. Et quelle est son action? Eh bien, 2 actions principales que l'on a vues aujourd'hui. C'est une action du cortisol sur la réaction inflammatoire en diminuant cette réaction inflammatoire, donc en diminuant l'effet de la réaction innée, spontanée, suite à un agent stressant. Donc là, on n'est pas dans le cadre de l'envahissement de quelque chose qui est pathogène comme une bactérie, mais on est bien dans le cadre d'une situation stressante. Donc ça veut dire que le cortisol intervient dans un état de stress. Mais c'est embêtant parce que de ce fait-là, si on a une infection par une bactérie, vu que le cortisol diminue ses réactions inflammatoires, mais ça veut dire que l'organisme va moins bien agir sur l'envahisseur pathogène. Donc c'est pas très bien tout ça. Donc il vaut mieux éviter d'être dans une situation de stress, il vaut mieux éviter de prendre des corticoïdes également, sauf nécessité absolue. Donc ça, c'était la première action du cortisol, donc diminuer la réaction inflammatoire
en inhibant la synthèse des cytokines, interleukines 1 et 6, et en diminuant la perméabilité vasculaire, comme on avait vu. Et deuxième action, eh bien, c'est de augmenter la glycémie selon deux mécanismes. La glycogénolyse qui est activée, donc libération de glucose à partir du glycogène, qui va passer dans le sang, le glucose, pas le glycogène. Et la néoglucogénèse, c'est-à-dire fabrication de glucose à partir de molécules qui ne sont pas glucidiques, mais qui sont plutôt protéiques ou lipidiques, et fabrication donc de glucose qui va à son tour, qui va également passer dans le sang. Donc on a bien plus de glucose dans le sang, donc on a bien une augmentation de la glycémie. Le cours est terminé, merci.